Bonjour, Salut. bienvenue sur Brûlure populaire. La thématique de la semaine pour cet épisode de Brûlure au deuxième degré, c'est la musique. Voilà, donc musique, c'est quand même un environnement qui nous est cher. On a les deux commencé la guitare à l'adolescence et toi, tu as encore la chance de pouvoir œuvrer dans un groupe. Moi, Ouais, j'ai toujours des petits projets ça et là, mais mais avec t'as le un super temps. local. Mais j'ai un super local, Voilà. moi je l'ai, j'ai un super local. Et donc voilà, on avait vraiment énormément d'œuvres et je me réjouis d'entendre ta proposition filmique. À fond. Alors moi, le film que j'ai choisi, c'est Phantom of the Paradise de Brian De Palma, qui date de 1974. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Non. C'est une œuvre qui est devenue culte, mais qui était un flop total quand c'est sorti. Alors, Brian De Palma, il a fait ce film à la suite de plein de déboires qu'il a eu à l'époque où il tournait ses premiers films, Ouais. ou des histoires. Après, on pourrait en écrire un livre, et puis il y a plein de vidéos YouTube hyper intéressantes là-dessus. Mais en deux mots, c'est des histoires où il s'est un peu fait déposséder de ses films, où il a un petit peu perdu la main sur ses films, tout ça. Et puis, son film Phantom of the Paradise, il parle un peu de ça. Il parle un peu de l'industrie du divertissement. En l'occurrence, là, c'est l'industrie de la musique euh, qui, euh, qui arrivent complètement à broyer des artistes en leur volant leurs œuvres et puis en les dénaturant complètement. Alors pour la petite anecdote, la légende dit qu'il s'est décidé à faire le film un jour Mhm. où il était dans un ascenseur et puis il a entendu un morceau des Beatles qui était transformé en musique d'ascenseur. Je Ok. crois que ça s'appelle la Muzak, c'est musique d'ascenseur. Ouais, ouais. Et il a entendu ce morceau puis il s'est dit oh putain c'en est trop là, faut que je fasse un film et tout. Et puis donc il a fait ce film qui parle vraiment de ça. Donc c'est l'histoire d'un compositeur qui s'appelle Winslow Leach qui écrit une sorte d'opéra. Donc évidemment Phantom of the Paradise c'est une référence claire au fantôme de l'opéra. Mhm. Il y a des influences du portrait de Dorian Gray. L'opéra qu'il écrit, c'est une réécriture de Faust, donc il y a tout ça qui est un peu mélangé là-dedans. Ouais. Et puis c'est un gars qui écrit justement cet opéra et qui le vend en fait à un producteur qui s'appelle Swan, qui est un gars complètement mégalo, complètement fou. Ce gars lui vole son œuvre en Ouais. fait et réussit à le faire emprisonner et à le faire accuser de trafic de drogue. Donc il finit en prison, il finit défiguré dans l'histoire et finit par s'échapper de la prison pour se venger. Venger. Ouais. Mais le twist, qui est pas un spoil, hein, c'est vraiment le fond du film, c'est que le twist, c'est que le Winslow, qui est devenu cette créature qui hante la salle où se passe le concert, en Mhm. fait, enfin, oui, les répétitions, tout ça, et il est amoureux d'une fille et il veut absolument que ce soit elle qui chante en fait cet opéra. Et puis du coup, il revend son âme en fait à ce gars Swan pour que ce soit elle qui incarne en fait Ouais. le rôle principal de l'œuvre quoi. Ouais. Et lui, il arnaque encore en engageant un chanteur glam pour pour la remplacer. Et puis après c'est une histoire de vengeance. Voilà. Et c'est un film qui est incroyable parce que c'est un film musical, mais c'est pas une comédie musicale. Moi, Ouais. j'ai horreur des comédies musicales, mais il y a plein de passages qui sont chantés, qui sont joués comme ça, mais ça fait partie du film. Ouais. Il te raconte pas l'histoire au travers des paroles de la chanson ou de la Ouais. musique, ou tout d'un coup, tu as tout le monde qui danse, et puis tu comprends plus si tu es dans un film ou dans un spectacle. Enfin, c'est ce que j'aime pas dans la Ouais. comédie Ouais. Ouais. musicale en général. Mais là, c'est vraiment ça se passe dans ce milieu-là, donc on assiste aux répétitions, aux concerts, aux soirées. Enfin, c'est Donc, mais la musique donc est très opéra alors? non, 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 non. Non. Alors c'est vraiment un opéra rock. Ah, Et opéra rock. alors Ok. après, ça a Ouais. été fait en 74, donc et puis il y a beaucoup de courants musicaux. Il y a du rock, du hard, de la pop. Ouais. Il y a un peu Ouais. tout qui. Et puis c'est une BO qui est devenue culte avec le temps, quoi. Mm. Et d'ailleurs, quand De Palma il a écrit ce film, d'abord il avait pensé à l'acteur qui incarne Winslow. Parce que c'était le gars avec qui il avait déjà travaillé sur Sisters, qui est un film qu'il a fait avant. Mm. Et après, au milieu de tout ça, il a rencontré un gars qui s'appelle Paul Williams, qui n'était pas du tout acteur, en fait, qui était chanteur, compositeur. Et il a voulu que ce soit lui qui interprète le rôle du fantôme,
Mais Paul Williams a dit non, moi je sais pas, je me vois plutôt comme Swan, donc un peu le méchant de l'histoire. Et puis le truc qui est rigolo, c'est que c'est Paul Williams qui a un peu tout composé. Et quand il y a des passages où c'est le fantôme qui chante, et c'est Paul Williams qui lui prête sa voix en fait. Donc il est quand même un peu dans ce rôle-là Ouais, sans ouais, l'être vraiment. ouais. Et il y a aussi eu toute une histoire avec le producteur de Led Zeppelin qui, en fait, à l'époque où le film est sorti, il a créé en même temps que le film un label Ouais. qui s'appelle Swan Song Records. Et dans le film, Donc Swan, le salaud, quoi. ouais, mais c'était pas Ouais. lié au film. Ah, ok, Et, ouais. et dans le Phantom of the Paradise, le label s'appelle Swan Song Records. Ouais. Et du coup, ils n'ont pas pu utiliser le nom dans le film. Ils se sont chopés une sorte d'interdiction. Ah, ok, ouais, ouais, Et ouais. puis du coup, ils n'ont pas eu le choix que de renommer, mais le film était déjà tourné. Donc en fait, ils ont utilisé des inserts pour tous les plans où on voit ce logo de Swansong, Ouais, et on le ouais. voit partout, hein. Et du coup, le nouveau nom du label s'appelle Death Records. Moi, je trouve que c'est mieux personnellement. Puis c'est un petit oiseau mort à l'envers, quoi. Et puis les inserts sont partout. Et en fait, ça a occasionné qu'ils ont dû refaire un remontage complet du film parce qu'ils n'ont pas pu tout couvrir. Il y a des scènes où ils ont dû couper. Par exemple, il y a des énormes plans séquences, donc des plans qui sont tournés en une fois, où ils n'arrivaient pas à refaire en sorte qu'on ne voyait pas le nom de Swan Song Records. Donc Ouais. ils ont Mais dû couper. comment c'est possible qu'il y ait autant de logos dans des scènes, de machin Mais parce qu'au fait, ce que De Palma il voulait faire, c'est hyper intéressant Ouais. cette question, parce que ce que De Palma voulait faire, c'était montrer que Swan, il était partout, quoi. Ah, voilà. Ouais. Il était. C'est un film C'est une symbolique, un truc voilà, plus. Ouais, ouais. qui est à mi-chemin entre l'horreur, la science-fiction, la Ouais. comédie, tout ça. Puis t'as des caméras partout, des écrans partout. Puis c'est pour montrer qu'il est partout. Voilà. Ouais, ouais. Puis ce côté-là, c'est un peu perdu. Et je crois d'ailleurs que depuis, il y a un hashtag qui s'appelle Release the Swan Song Cut, Ouais. que les gens utilisent. Donc je vous encourage à l'utiliser pour qu'un jour il y ait une version qui soit l'édite de Voilà, base, de base, ouais. avec, Ouais. avec tout ça. Et cela étant, il y a un C'est- documentaire qu'on peut voir où on voit beaucoup de scènes dans leur intégralité comme elles ont été Ouais, tournées. C'est ouais, aussi ouais, hyper ouais. intéressant. C'est étonnant que ce producteur de Led Zepp, voilà, il y ait eu ces histoires de droit, t'as l'impression, ça me fait penser un peu, tu sais, à ces histoires de Metallica, là, du temps de Napster, qui faisait chier, Ouais. tu dis des groupes de rock, et voilà, soient aussi fermés, Oui, mais alors, a priori, il y a aussi eu les Stones qui ont été approchés pour Ouais. faire la musique du film, parce qu'il y a une scène assez emblématique qui est une scène de concert avec un groupe. Et là, l'imagerie, c'est très Kiss, quoi, avec Ouais, des ouais. maquillages blancs et noirs. Et ils voulaient les Stones. Et puis, il y avait une sorte de sous-texte dans le film, enfin, évidemment très critique par rapport à l'industrie de la musique. Puis ils ont dit, on ne Ouais. peut pas être assimilé à ça. Et puis, du coup, Ouais. voilà. Encore la toute-puissance des maisons de disques. Exactement, On est vraiment exactement. là-dedans, Ouais. quoi. Ouais, Mais ouais, du ouais. coup, c'est un film que, déjà, moi, au niveau de la filmographie de Palma, moi, c'est clairement l'œuvre que je préfère. Ouais. C'est pas techniquement sa plus aboutie, même si c'est hyper réussi. Et puis, je trouve que c'est hyper intéressant cette analyse et critique du monde de la musique, et puis des majors, et puis de la toute-puissance qu'elles avaient, et puis qu'elles ont toujours, en fait. Et c'est un film qui reste 50 ans après une Toujours œuvre d'actualité. majeure, quoi, Ouais, ouais. majeure. Je me questionnais, parce que c'est vrai que moi, voilà, dans les œuvres musicales, j'ai toujours, je suis toujours intéressé de découvrir des choses comme ça, et il y a rarement eu quand même des choses qui m'ont un peu parlé. Mais voilà, maintenant tu me donnes envie avec ton film, mais un film comme Whiplash. Moi, j'ai adoré ce film. Ça a été vraiment une baffe dans ma gueule. Et je me suis dit, mais alors que j'aime pas forcément incroyablement le jazz, mais j'avais jamais vu un film où c'était aussi bien filmé, où vraiment tu vois la passion derrière le jazz, tu vois la précision métronomique des batteurs de jazz, et le job que ça demande, et la sueur. Et ouais, moi, je sais pas si qu'est-ce que tu penses de ce film? Ah, moi, c'est un film que je trouve. J'ai un peu le même ressenti que toi, parce que moi, le jazz, j'y comprends pas, en fait. C'est un peu pour ça que. Mais en tant que parcours de musicien, je trouve que c'est hyper intéressant. Puis
l'implication du gars, le rapport avec son prof, hein, ou son directeur d'ensemble. Et puis bah, la dédication de la mise en scène, en fait, où c'est vraiment la batterie qui gère, qui rythme un peu les scènes, quoi. Donc, ces scènes de musique où c'est une œuvre incroyable, Whiplash, c'est vraiment une œuvre incroyable. Donc c'est vrai que c'est quand même assez difficile de parler d'un autre art au travers du cinéma, de la bande dessinée. Moi en tout cas, dans la bande dessinée, pour notre émission, j'ai sorti pas mal d'œuvres parce que voilà, je suis toujours assez captivé par ça. Il y a, dans toutes ces œuvres, il y a les œuvres vraiment comme les mangas. Moi, j'ai beaucoup aimé Beck, par exemple, mais c'est des mangas vraiment très shonen, qui pourraient s'apparenter à des mangas de sport où voilà, tu as un jeune qui va découvrir un instrument de musique, qui va découvrir un genre musical, et soudain, il est passionné. Et on voit que les auteurs, ils sont eux-mêmes passionnés parce que chaque fois, ils mettent des petits encarts à la fin, des petits bonus. Qu'est-ce que c'est une Gibson SG? Ils donnent toujours plein de petits trucs historiques, Woodstock, voilà. Mais c'est des trucs finalement assez bateaux, assez clichés. Et dans ces mangas, il y a vraiment cet aspect très shonen où c'est difficile, il y a un groupe qui sera meilleur que le sien, il y aura toujours un musicien qui sera meilleur, il y a toujours des histoires de compétition et qu'en fait, pour arriver à être le meilleur saxophoniste de jazz pour Blue Giant ou être le meilleur groupe du monde pour Beck ou un autre manga qui s'appelle Woodstock, c'est toujours voilà, des compétitions et toujours de devoir se mettre au travail et de bosser, tu les vois vraiment bosser et ensuite quand tu les vois jouer, c'est extrêmement dynamique, c'est toujours, comment dire, c'est très emphatique, je sais pas comment exprimer ça autrement. Tu sens, tu as l'impression que c'est tous des gros shredders dégueulasses, tu sais, qui vont jouer, qui ont une technique, voilà, et le public, il est là, mais comment il peut jouer aussi vite, je vois plus ses doigts, tellement ça, un peu les trucs à la Oliver Tom. Il y a quelque chose un petit... où tu voilà, vois plus les pieds comme ça. C'est exactement ça. Et il y a un truc un petit peu fatigant là, dans ces mangas et ils sont à rallonge. Et c'est vrai que donc, tout le temps, les 5-6, t'es vraiment pris dedans et il y a vraiment des trucs très sympas. Mais c'est vrai que à la longue, voilà, faut toujours battre un groupe qui est un peu plus fort, faut toujours aller faire une tournée un peu plus loin, voilà, faut partir aux États-Unis faire une tournée. C'est toujours un petit peu dans ce genre de cliché et c'est vrai que ça me fait vraiment penser aussi à un voyage que j'ai fait en 2003 au Japon. Et à l'époque, il n'y avait pas encore tous ces magasins sur Internet, les Thomann, les Music Store, ces magasins en ligne où tu peux acheter tout ce que tu veux. Et j'étais allé au Japon, mais vraiment pour avoir ces magasins de guitare et tu arrivais dans des quartiers à Tokyo dédiés à la guitare et dans une rue, tu avais 40 magasins de guitare à la suite. Et pour nous, c'est complètement surréaliste parce que genre, il y avait un magasin où il n'y avait que des Fender Stratocaster, un magasin où il n'y avait que des Ibanez, un Strat à nouveau, mais de couleurs différentes. Donc ils ont 300 Ibanez de toutes les couleurs et en fait, c'est vraiment voilà, à nouveau quelque chose dans l'exagération. Et je me rappelle, et ça me fait penser un peu à ces mangas, j'allais essayer de temps en temps un petit peu ces guitares et il n'y avait que des jeunes ou des adultes, mais virtuoses. Ils jouaient extrêmement bien. Tu voyais que c'était des gens, je ne sais pas si c'est l'esprit japonais, mais c'est discipliné, c'est rigoureux. Donc tu rentres et ils font le truc du bourdon, là, il y a pas un morceau là, ces trucs classiques de shred, machin, et il jouait hyper bien et moi j'arrivais, je branchais ma gratte et je commençais à jouer des morceaux à moi, mais jamais aussi techniques. Et il y avait toute la salle qui s'arrêtait, ils se levaient, ils se mettaient autour de moi à me regarder jouer et je faisais des riffs comme nous on a, voilà, nous on est plutôt à... tu sais un peu ce truc, on ne sait pas jouer, on fait beaucoup, à l'époque on était beaucoup aussi autodidacte et on joue des trucs un peu punk, un peu cet esprit punk et j'avais tous ces japs qui étaient autour de moi à me regarder et
à être intéressés et soudain me dire mais c'est quoi ce morceau, je connais pas. Ah ouais. Et soudain je leur disais ah mais c'est un morceau personnel et tu les voyais mais c'était comme s'il y avait Jimi Hendrix qui arrivait un extraterrestre. Ah le mec il compose ses morceaux et soudain ils étaient gênés, ils commençaient à partir, ils se disaient je peux pas rester dans un truc Ah où il y ouais. a un vrai musicien. Non mais des trucs complètement délirants et c'est vrai que j'ai beaucoup retrouvé ça dans ces mangas. Ça se trouve, ils jouent des trucs maintenant. Ouais, il n'y avait pas les Natel pour filmer Ouais, ouais. quand j'aurais été sur un TikTok Japon, j'en sais rien. Mais donc moi, dans les œuvres un petit peu sur la musique, moi j'ai sélectionné Le Local de JP. Donc c'est un auteur italien qui fait des choses magnifiques. Il a vraiment un trait qui est assez particulier, mais moi je le trouve vraiment très très beau. Tu mettras certainement quelques vignettes. Ouais. Et c'est voilà, moi ça rejoint vraiment, j'arrive à me plonger là-dedans parce que c'est des jeunes qui ont des familles. Voilà, souvent dans les mangas japonais, c'est très égocentré, tu vois pas tellement les interactions qu'ils ont avec les autres, ils se font tout seuls, alors que là, voilà, c'est un petit groupe, ils ont des parents. Un des musiciens, il demande à son père s'il peut libérer un garage pour faire le local. Il y a un autre gamin qui a une affiche d'Hitler dans sa chambre qui est un peu raciste, machin. Il doit demander aussi à sa famille qui est un petit peu, voilà, on est un peu dans l'air du temps, un peu RN dans l'âme, et de leur demander de l'amener au local avec son instrument. Et tu vois cette famille qui est là, ouais, mais on n'aime pas trop que tu ailles jouer avec ces prolos. Ou il y a un autre des enfants qui est très très riche, alors là aussi ils sont un peu envieux. Donc on voit vraiment tous les rapports entre les gamins, leurs parents, la vision des parents sur la musique de leurs enfants, les rêves des enfants. Ah voilà, à nouveau quelque chose, beaucoup dans l'interaction. C'est localisé en Italie, l'histoire ou bien... Non, je me rappelle plus si c'est... Non, mais je crois pas que c'est véritablement localisé. Et en fait, le truc qui est fou, c'est que voilà, tu vois vraiment les interactions avec les parents. À un moment, le chanteur, il retourne manger dans sa famille et il y a son père qui lui explique que, donc lui c'est un notable, il a vraiment beaucoup d'argent et il lui explique en fait que il a parmi ses clients un impresario, un gars d'une maison de disques et en fait il lui a fait une ristourne de 15 ou 20%. Sur un truc qu'il lui a vendu et en échange il lui a demandé j'aimerais bien que vous puissiez écouter mon fils et le fils qui est dans la rébellion il est un petit peu frustré parce que il veut pas de l'aide de son père. Donc voilà, on voit vraiment un petit peu ces interactions et il fait une remarque un petit peu ah ouais, une ristourne de 20%, c'est un petit peu rare de ta part ou voilà. Et tu vois dans un plan, tu vois lors d'un repas qu'ils ont cette discussion et tu vois la main du père qui se fige et qui fait le point. Ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment ça que je trouvais hyper intéressant. À un moment donné aussi, il y a un ampli à lampe qui pète et il décide d'aller braquer un local d'autres musiciens. Et ça, j'ai l'impression que tu verrais pas beaucoup ça dans les mangas. Donc ils vont faire du vol. Bien sûr, ils se font choper. Et le père, voilà, à nouveau le père doit intervenir, voilà, parce que c'est des gamins, c'est des ados, et il y a toujours les parents un petit peu derrière. Et le père, en fait, il paye pour que le groupe qui s'est fait spolier, ne les traîne pas en justice et n'appelle pas la police, voilà. Donc c'est vraiment plus quelque chose, voilà, qui nous ressemblerait, qui serait de notre logique. Et c'est ça que j'apprécie, voilà, c'est un peu ces tranches de vie, ces histoires de vie qui sont voilà, en lien avec la musique. Tu sais si lui c'est un musicien, l'écrivain? Non, l'auteur? je crois pas. Parce c'est quand même assez précis comme sujet. Enfin, le local, ça parle essentiellement aux musiciens et musiciennes, mais avant tout, mais aussi qui ont eu un groupe. Oui, alors certainement, parce qu'il y a tellement d'anecdotes, certainement qu'il a dû gratouiller dans son adolescence ou traîner, oui, parce qu'il y a trop de références, voilà, la galère, la mentalité, les réflexions, oui, il y a certainement quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Alors voilà. Voilà, alors on vous laisse avec ces deux œuvres. Cette semaine, on vous a pas demandé votre avis et c'est pas parce qu'on s'en fout, c'est juste que j'ai oublié de faire un post sur Instagram.
Donc voilà, mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires tout ce qui vous fait penser à des thématiques sur la musique, comme ça, ce sera intéressant d'en Ouais, discuter. vraiment. Moi personnellement, c'était très vaste, comme Oui, tu l'abordais avant avec les mangas, il y avait plein de films et d'œuvres dont j'aurais voulu parler. Et du coup, bah, on peut volontiers en discuter en tapotant sur nos claviers. ouais, c'est Voilà. clair. Merci à vous. On vous laisse là, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.